Dear. Valide. People. Et bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, ici Damien qui vous parle. On vous a prêté à écouter la deuxième partie de la table ronde sur l'handiparentalité organisée par la métropole de Montpellier le 2 décembre 2023 dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire et écouter l'émission du mois dernier. Bonne écoute, chers auditeurs, et bonne journée. Monsieur Daudet, peut-être, vous me parliez aussi, quand on préparait cette table ronde, de l'accompagnement des parents en tant que tel, et notamment sur un accompagnement psychologique qui peut exister dès les premiers rendez-vous. C'est ça ? Oui, alors effectivement, quand on reçoit des parents au CAMS, là, pour la première consultation, c'est des consultations conjointes en fait, où il y a toujours un pédiatre et puis soit une psychologue, soit un pédopsychiatre qui a, voilà. Donc on accueille à deux les parents, et c'est vrai que là on va dérouler un petit peu l'histoire de cet enfant et de cette famille pour un peu situer la situation, où en sont les parents, où en est l'enfant de son développement, et proposer à l'issue de cette consultation qui dure 1h30, parfois 2 heures, où on reprend l'annonce, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reprend l'histoire de cet enfant, le diagnostic s'il a été posé, et à l'issue de ces 2 heures, on propose aux parents un bilan fonctionnel, enfin, pour voir où en est cet enfant de son développement, pour essayer d'approcher le diagnostic fonctionnel, pour savoir où est-ce qu'il en est de son développement et qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Après, c'est des propositions, et c'est vrai que la parentalité, dans ce contexte-là, est une de nos priorités, parce que les parents, il faut respecter leur choix aussi. Hein. On en vient à la notion d'autodétermination, dont on parle de plus en plus dans le handicap, c'est-à-dire que c'est la personne qui va décider. Bon, pour les enfants, c'est un peu compliqué, mais c'est la personne qui va décider pour elle-même ce qui va se passer pour son projet, en fait. Voilà. Donc on remet au centre le parent, l'enfant, et puis on voit le projet qu'on tricote ensemble. On essaye de travailler avec les libéraux, beaucoup, avec la PCO, avec les crèches aussi. Je crois qu'on a maintenant des référentes santé, ce qui va nous faciliter la tâche quand on recherche une crèche, parce que là aussi c'est des fois très compliqué. Donc il y a et puis on souhaiterait travailler avec l'éducation nationale aussi, parce que ça c'est des fois très compliqué. Mais bon, halte pouce est là aussi, voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est le contexte de cette première consultation, pédiatre, pédopsychiatre. On propose un projet, un bilan. Le bilan est réalisé, et à l'issue de ce bilan, on fait ce qu'on appelle une réunion de synthèse, où là, on va vraiment proposer, voilà, des choses aux parents et à l'enfant sur le suivi, voilà, en tenant compte de toutes les difficultés, parce que voilà, il y a des difficultés de transport, par exemple, sur Montpellier. Il y a des difficultés, voilà, d'accès aux soins de proximité pour parce que Montpellier est coupé en deux. Le CAMS, il est à Saint-Éloi. Et vous avez des gens qui habitent à Latte, qui ont besoin de prise en charge, mais c'est terrible pour traverser Montpellier. Et d'ailleurs, on est dans l'optique d'ouvrir une antenne sur le sud de Montpellier, tellement c'est problématique. Oui, puis même au-delà finalement de Montpellier, dans chaque région, chaque département, les CAMS sont départementaux, hein, c'est ça. Voilà. Il y a aussi des problématiques d'ordre de l'isolement. Enfin voilà, chaque famille et enfant évolue aussi dans un environnement qui lui est propre, avec voilà, toutes les conditions qui sont pas forcément réunies pour avoir accès à tout
voilà, de manière pragmatique et réelle. Solange Colas. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait le docteur Daudet tout à l'heure. La parentalité, elle est souvent, et Pamela en parlait dans son spectacle aussi, liée à la culpabilité et à cette notion de résilience plus ou moins vécue par les familles. Et donc, on a souvent des parents qui, dans le couple, quand il y a un couple, ne vont pas réagir du tout de la même façon. Voilà. On a des parents qui, effectivement, vont être très vite réactifs et vont devenir des militants, et des fois, ils sont même très présents. Et puis, des fois, on a des parents qui vont mettre des mois et parfois des années. On a reçu une maman, une fois, c'est 16 ans avant d'accepter d'entendre le mot de handicap. Donc, il faut respecter ça. Et ça, c'est parfois difficile pour nous, les professionnels, de prendre le temps et savoir que notre temps à nous n'est pas le temps des autres. Et ça, et le chemin, il est vraiment très difficile. Et je voulais juste terminer sur les droits. C'est très important aussi que les professionnels connaissent bien ça. Les allocations qui sont prévues pour accompagner ces fameux projets de vie sont soit la AAH pour la CAF, versée par la CAF, soit la PCH. L'allocation adulte handicapé. Les conséquences sont diamétralement différentes. C'est pas du tout le même projet de vie qu'on peut mettre en place si on choisit l'un ou si on choisit l'autre. Les familles ne connaissent pas ces différences-là. Les travailleurs sociaux, pas beaucoup non plus, sauf ceux qui sont très expérimentés dans les services de soins, etc. Mais c'est quand même pas facile à comprendre. Les conséquences sont très différentes et il faut prendre ce temps-là, vraiment, parce que si on parle de parentalité et de projet de vie, alors il faut être sûr d'être dans les bons clous et d'obtenir vraiment les choses qui vont permettre de mettre ce projet de vie en place. Allez-y, si vous avez quelque chose à dire. Oui, par rapport à l'accompagnement psychologique des parents, en fait, c'est vrai que sur le CAM, c'est vraiment un point d'honneur qu'on met de pouvoir accompagner tous les parents, quel que soit le niveau d'avancement où ils en sont, parce que des fois dans le couple, il n'y a pas non plus la même avancée au niveau du cheminement. Et dès la prise en soin au CAM, s'il y a la possibilité pour les parents, sur notre proposition ou à leur demande, quand on voit que ça va pas trop, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement psychologique, même à domicile, avant la première consultation médicale s'il faut, et tout au long du suivi de l'enfant. Et vraiment, on s'attache à partir de là où en est le parent et là où il peut aller, en fait. On n'essaye pas de trop devancer non plus, mais de vraiment les accompagner au niveau psychologique le mieux possible. Alors, oui, j'aimerais vous féliciter. Voilà, parce que je trouve ça super. Et je regrette effectivement de ne pas avoir pu vous connaître au moment de notre arrivée en France. Maintenant, la question que je pose, et je sais qu'il n'y a pas de réponse peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais c'est effectivement, donc il y a des cellules comme ça, d'accompagnement qui sont super précoces, en fait. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour sensibiliser les médecins qui accompagnent en fait des jeunes donc en situation de handicap et qui posent des diagnostics. Vous voyez, parce que pour finir l'histoire des diagnostics, notre histoire personnelle, on a eu aussi un diagnostic avec un professeur réputé sur la région qui, entre deux portes, nous a donné un diagnostic de X fragile. Et voilà, donc il a fermé la porte et j'ai pleuré. Voilà, parce que je savais même pas ce que c'était. Voilà, donc sans diagnostic, sans examen génétique, sans rien. Donc j'ai dû faire moi-même une demande auprès du CHU, du service de génétique, pour pouvoir faire une recherche génétique, IRM, tout le truc. Donc la question se pose vraiment sur, il y a des familles comme la mienne, enfin monoparentale, mais il y en a plein en fait. Moi, tous les jeunes que je rencontre aujourd'hui, en fait, des parcours de vie comme celle qu'on a vécue nous, il y en a énormément et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être accompagnés, ne serait-ce sur l'annonce du diagnostic et non plus sur un accompagnement psychologique. Vous
parce que vous êtes absolument pas du milieu médical et que vous avez en fait des infos de termes médicaux qui vous arrivent, vous faites vous-même en fait la recherche et c'est très compliqué quand il n'y a pas d'accompagnement. Donc voilà, là le souhait, ça serait vraiment comment sensibiliser, amener en fait les médecins spécialistes, parce qu'on parle de neurologues, de neuropédiatres, je parle pas du médecin traitant, voilà, mais de pouvoir peut-être aussi leur faire des formations, je sais pas. Voilà. Donc une bouée, je vous lance. J'ai pas la solution, mais en fait, nous on essaye d'infuser un petit peu de l'information, justement à l'occasion de nos réunions de synthèse où on invite justement les médecins traitants. On travaille, on travaille quand même directement avec la néonatologie, et en néonatologie c'est particulier où il y a quand même une prise en charge psychologique et des parents qui est là, qui est bien réelle et qui se poursuit après. C'est plus difficile pour les enfants un petit peu plus grands pour lesquels il y a des difficultés, où on va poser un diagnostic. Là, souvent, le médecin, il est seul face aux parents à annoncer le diagnostic, il n'y a pas d'équipe autour de lui. Et des équipes qui peuvent prendre le relais rapidement, c'est compliqué. Nous, on a une liste d'attente pour les enfants et les parents. Alors, on priorise certaines situations parce qu'on sent que c'est très urgent, mais il y a une demande qui est très importante. On a 600 enfants en file active. On en suit à peu près 250 régulièrement. Mais là, on sature. On peut plus. On a des problèmes de locaux. On a des problèmes de ressources humaines. C'est financé par l'ARS et par le conseil départemental, le CAMS. On est en train d'écrire un projet d'extension, mais les choses vont lentement et c'est vrai que les moyens ne sont pas là par rapport à la demande. Donc oui, j'entends votre questionnement, mais c'est vrai qu'il y a des situations. Après, il y a le service de MPEA aussi qui organise des MPEA. MPEA, c'est la médecine psychologique pour enfants et adolescents. MPEA 1, mais MPEA 2 qui font aussi des diagnostics de troubles du neurodéveloppement, notamment dans tout ce qui est TSA. Voilà. Et mais c'est vrai que là aussi, ils sont complètement embouteillés. Alors on a rajouté la PCO. La PCO, c'est une très bonne chose, parce on peut travailler avec les libéraux, et ça c'était très intéressant de pouvoir mobiliser les libéraux pour les prises en charge en précocité. Mais là aussi, alors la PCO, c'est la plateforme de coordination et d'orientation. Il y en a une à Montpellier qui est rattachée au service de MPEA 2 et qui reçoit des appels qui doivent passer par le médecin traitant qui peut demander à la PCO un bilan. Mais là, il y a très peu de coordination médicale en fait. Le médecin a disparu. C'est le bilan psychomoteur qui va être réalisé, mais après au niveau de l'annonce, qu'est-ce qu'on en fait du bilan? Voilà. Donc c'est vrai que bon, je vous rappelle que la démographie médicale, c'est un peu compliqué partout. Et je vous parle. Et à Montpellier, on n'est pas trop mal lotis parce que sur les hauts cantons, c'est même au niveau des professionnels libéraux, psychomotes, kinés, c'est compliqué de trouver des personnes qui peuvent prendre le relais des prises en charge. Donc voilà, il y a quand même un problème de moyens globalement qui nous embête. Professeur Daudet, on va donner la parole à Anouk Faure, à la petite enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement ça se passe par rapport aux familles? Et là, vous, c'est plus spécifiquement au sein des crèches, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis éducatrice de jeunes enfants, donc au sein d'une crèche de la ville, où nous accueillons depuis plusieurs années des enfants porteurs de handicap, de troubles, et pour lesquels nous travaillons avec ces différents acteurs dans la prise en charge au quotidien de ces enfants. En fait, ce sont des accueils qui nous ont amenés à repenser et à retravailler le projet pédagogique de l'établissement pour pouvoir au mieux accueillir ces enfants et ces familles en fonction de leur spécificité, de leurs besoins surtout,
pour pouvoir les mettre en adéquation le plus possible, au plus près de ces besoins-là, avec les pratiques de l'équipe, et malgré les contraintes et les avantages que peuvent représenter le groupe, puisque dans bien des cas, il peut arriver que des enfants arrivent jusque chez nous orientés justement, ou en tout cas sur conseil du médecin de famille, pour pouvoir aussi permettre à l'enfant d'évoluer dans un milieu collectif avant l'entrée à l'école, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure sur ce que représente l'école, qui peut être un collectif plus grand et un petit peu plus compliqué en fonction du trouble. Donc nous, la façon dont on a pensé cet accueil, c'était de pouvoir vraiment avoir des espaces et des espaces-temps qui permettent à la fois aux familles de pouvoir prendre le temps d'échanger, que ce soit avec l'équipe de direction au moment des premières rencontres, pour pouvoir nous présenter leur enfant et comment ça se passe à la maison, pour qu'on puisse prendre le relais au maximum dans cette continuité, et ensuite auprès de l'équipe dans le quotidien, au moment des transmissions, que ce soit au moment de l'accueil ou au moment du départ, sur le temps qu'ils ont passé sur la crèche, mais aussi sur les observations que l'équipe ont pu faire. Voilà, c'est pouvoir croiser ces regards-là. Alors, pour pouvoir faciliter tout ce travail-là, nous avons aussi, il y a un des professionnels de l'équipe qui est désigné en concertation avec l'équipe chaque année comme référent de ces enfants porteurs de handicap ou demandant une attention particulière, et dont l'objectif pour ce professionnel est de pouvoir centraliser, recueillir les différentes observations de l'équipe, puisque les enfants, en tout cas pour les enfants qui peuvent se déplacer, et ainsi pouvoir les centraliser et être l'interlocuteur un petit peu privilégié pour des professionnels, que ce soit du CAMS, paramédicaux. On accueille souvent les kinés ou psychomotriciennes du CAMS, ou les psychologues de la crèche ou psychomotriciennes, pour pouvoir être vraiment la personne de référence. Mais vraiment le point important, c'est ce travail de coopération, que ce soit avec les professionnels médicaux, paramédicaux. Alors, pour pouvoir, en fait, c'est ce qui nous permet, une fois que le diagnostic est posé, que nous accueillons l'enfant, pouvoir avoir vraiment une connaissance la plus fine possible, ce qui permet, par le biais de la référente santé et accueil inclusif, ou par le biais des autres professionnels qui peuvent suivre l'enfant en libéral ou au CAMS, lorsqu'ils interviennent sur l'établissement, de pouvoir continuer à former plus précisément sur ce type de handicap ou ce type de trouble l'équipe qui va être en charge, qui va accueillir au plus près au quotidien cet enfant-là. Ça permet aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il peut y avoir des inquiétudes au moment de cet accueil de la part des parents, mais il y a aussi quelquefois des inquiétudes de la part des professionnels, en tout cas en crèche, qui n'ont pas de formation spécialisée, mais qui, voilà, par le biais de ces interventions et de ces temps d'échange avec les différents partenaires, pour chaque accueil de chaque enfant, continuent à se former et peuvent l'accueillir au plus près de ses besoins. Et puis avoir un travail pour le coup en transversalité et avec tous les professionnels, c'est aussi dans l'intérêt de l'enfant que d'arriver à aussi connaître ses besoins, ses limites, mais aussi ses capacités, tant d'un point de vue médical que d'un point de vue ergo, que d'un point de vue du langage, que d'un point de vue d'activité même à part entière. Enfin, c'est aussi, ça passe par là le développement de l'enfant forcément. Est-ce que juste il y a des questions, des interrogations? Oui, une question là-bas. Alors attendez, vous allez avoir un micro.
Si, attendez, vous allez avoir un micro parce qu'en fait, l'enregistrement passe dans le micro. Donc c'est bien. Quelle différence vous faites entre la PCH et l'AEEH? La PCH et l'AAH. Oui, donc la prestation de compensation du handicap et l'allocation adulte handicapé. Alors, c'est pas un adulte, c'est ma fille, c'est oui. AEEH, c'est pour un enfant handicapé. Oui. AEEH. Allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, et PCH, prestation de compensation du handicap. Voilà. Alors, c'est deux choses très différentes. L'AEEH est versé par la CAF tous les mois, à une certaine hauteur. Il y a 6 catégories différentes. Donc, en fonction de la situation de l'enfant, avec des barèmes qui sont posés, vous êtes dans la 2e catégorie, la 3e, la 4e, la 5e. C'est forfaitaire, ça tombe tous les mois sur votre budget, point barre. Ça peut se réévaluer si la situation de l'enfant change. Vous savez qu'un enfant, ça évolue. Donc, un coup, il est en crèche, puis après, il passe en maternelle. Hop, une autre étape. Après, il va alors CLIS, pas CLIS, AEH, pas AESH, pas AESH. Enfin, voilà. Puis après, il passe en primaire. Et puis, donc, à chaque étape de l'enfant, il est accueilli en établissement. Hop, il n'y est plus ou il est encore en situation d'attente. Donc, tout ça, ce sont des barèmes qui existent et qui fait que vous êtes dans telle ou telle catégorie de l'AEH. D'accord? La PCH, c'est une prestation qui est aussi notifiée par la MDPH, par la Maison départementale des personnes handicapées, mais qui est versée par le conseil départemental. D'accord? Les critères ne sont pas les mêmes. On est bien dans l'évaluation de l'autonomie de la personne dépendante ou en situation de handicap dans tous les actes de la vie quotidienne. Et donc, ça va se calculer en termes d'heures, en fait, qu'on va attribuer pour qu'il y ait une personne qui vienne pour compenser ce que la personne en situation de handicap ne peut pas faire elle-même. Je résume beaucoup, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Voilà. Et donc, c'est une attribution d'un nombre d'heures par mois qui va être possible, qui va être notifié. Et avec ces heures-là, il y a différentes façons de les utiliser, mais ça demande peut-être d'avoir un affinage un petit peu à part. Il y a différentes façons de mobiliser ces heures. Et à partir de là, vous pouvez embaucher, entre autres, quelqu'un qui va, sur le nombre d'heures qui vous est attribué, prendre un petit peu votre place, venir vous soulager et faire des choses avec ce jeune au domicile ou à partir du domicile. Voilà. Donc, pour donner un exemple, quelqu'un qui veut embaucher une personne ne serait-ce que 8 heures par semaine, si elle n'a pas la 4e catégorie de l'AEH, c'est même pas la peine d'y penser. Le même enfant, sur une évaluation de PCH, aura 8 heures par jour. D'accord? Ou peut-être 4 heures par jour. Je donne un exemple au pif. S'il a ne serait-ce que 3 ou 4 heures par jour, selon l'évaluation qui est faite en amont par la Maison des personnes handicapées, ça change la donne. D'accord? 3 heures par jour multipliées par 30 jours sur 365 jours par an. Donc, quand je vous disais qu'il y a une grosse différence entre l'AEH et la PCH, c'est vraiment la réalité. Donc, c'est très, très important que les familles le comprennent. D'autant que quand la notification arrive, elle est incompréhensible pour les familles. Rassurez-vous, elle est incompréhensible pour les membres eux-mêmes de la MDPH qui le disent. D'accord? Donc, personne ne comprend rien dans cette affaire. Il y a une application nationale qui a été imposée à toutes les MDPH de France et ils sont tous bien enquiquinés avec cette application. Moyennant quoi, elle existe, il faut en profiter. Donc, quand vous avez une notification, attachez-vous à une association, à quelqu'un qui va venir vous l'expliquer. Sinon, vous partez dans des galères. D'accord? Vous embauchez trop, vous payez moins, vous devez. Il faut faire très attention à ça. Donc, il faut être bien calé là-dessus et avoir les bons renseignements sur ces financements-là qui sont vraiment très, très différents. Voilà. Ouais, c'est peut-être là le premier lien dont vous parliez tout à l'heure, Graziella, enfin que vous posiez comme question, comment faire le lien justement avec les structures, comment créer des outils, des dispositifs, enfin une communication en tout cas en faveur des parents pour qu'ils puissent justement être en lien avec toutes ces structures. Donc c'est peut-être ça on est en lien direct avec la MDPH tout le temps, on est en lien direct avec la CAF tout le temps aussi. Donc on fait partie des équipes d'évaluation et on est membre des commissions de la CDAPH aussi. Donc on connaît par cœur tout ça. Ça fait 20 ans qu'on connaît ça par cœur et on les suit jour à jour et mois par mois. Donc, mais il y a certainement d'autres associations, si vous êtes sur les Hauts-Cantons ou ailleurs, qui ont aussi des informations intéressantes. Ce que je veux dire, c'est ne restez pas seul. Ne restez pas seul ni pour faire ce genre de choix. Et quand vous faites un dossier à l'MDPH, cochez quasiment systématiquement les deux. Vous cochez AEH et PCH aide humaine.
À ce moment-là, la MDPH est obligée de faire une proposition sur les deux. Et là, vous avez l'attitude à choisir. Et là, vous demandez quelqu'un qui va vous expliquer ce qui se passe et comment ça va se traduire dans la réalité quotidienne. Donc, ne pas être seul pour faire ce genre de choix-là et ne pas être seul pour faire un dossier MDPH non plus, selon la façon dont vous argumentez sur votre dossier. En matière d'AEH, par exemple, versé par la CAF, vous pouvez avoir le simple ou le double, voire une deuxième catégorie ou une quatrième. Simplement parce que il manque des choses dans ce dossier ou qu'il est mal argumenté. Ou que le projet de vie n'est pas bien fait, etc., etc. Quand je dis pas bien fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez détaillé. D'accord? Donc, ne jamais être seul quand on a un chemin à faire, administratif ou juridique. La question des tutelles, la question de la protection du jeune majeur, etc., etc., etc. Accompagnez-vous tout le temps d'une association, quelle qu'elle soit, qui a des réponses. Et si celle-là n'en a pas et qu'elle travaille bien, elle vous adressera à une autre association qui, elle, en aura. Voilà. Donc, Solange, là, tu es en train de dire que aujourd'hui, en fait, on peut, pour un enfant en dessous de 20 ans, peut demander, solliciter une PCH. Il y a quelque temps de ça, en fait, il y avait l'information comme quoi la PCH, elle était plus facilement attribuée lorsqu'il y avait une AAH, donc pour un jeune de plus de 20 ans, et que la PCH n'était pas trop demandée avant, que c'était plutôt un complément. Oui, la PCH a été inventée pour les adultes au départ. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité pour les adultes. Et puis progressivement, elle est maintenant de plus en plus sollicitée pour les enfants. Elle a été adaptée d'ailleurs dans ses évaluations pour l'obtention des heures. Elle a été adaptée au secteur des enfants. Pour vous donner un exemple, dans le service de répit, sur 80 familles, on avait 75 familles avec une AEH, d'accord ? Et puis le reste en PCH. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a sur 80 familles, on en a 75 qui ont la PCH. La première PCH que j'ai vue pour un enfant, il avait 8 mois. D'accord? On était en commission, on s'est un peu battu, mais on l'a eu. 8 mois. D'accord? Un petit enfant de 8 mois polyhandicapé. Voilà. Donc oui, la PCH est adaptable aux enfants. Il y a une nouvelle PCH aussi qui a été mise en route ces derniers mois, qui s'appelle la PCH pour les troubles psychiques. Donc, qui est aussi une nouveauté. Voilà. Et qui n'existait pas vraiment avant. Donc c'est une PCH c'est intéressant parce que à partir de 20 ans, l'adulte reçoit une AAH, une allocation pour l'adulte handicapé, mais il n'avait pas forcément le financement pour que quelqu'un puisse l'aider dans sa vie quotidienne, à faire de ceci, à faire cela, voilà. Certains sont suivis par des services pour adultes, d'accompagnement pour adultes, hein, les SAVS, tout ça, mais tout le monde n'a pas de place en SAVS, tout le monde n'a pas de place en SAMSA non plus, et donc ça revenait aux parents qui eux sont un peu âgés et sont un peu fatigués, voilà. Donc la PCH aide humaine sur le handicap psychique existe maintenant et elle est forfaitaire pour l'instant sur 3 heures par jour maximum, mais elle peut évoluer, elle vient d'arriver, ça va certainement changer aussi un peu la donne. Je m'oriente là sur la dernière partie de la conférence parce que je vois malheureusement l'heure qui tourne. Créer des conditions aussi favorables à l'autonomie. Tout à l'heure, on parlait rapidement d'autonomie. Et là, c'est un peu ça dont il est question. Une fois que la période d'accompagnement est finie, qu'elle soit auprès des familles, mais surtout auprès de l'enfant, donc en l'occurrence jusqu'à 12 ans, hein, c'est ça pour Altepouse, 6 ans. Ah, il n'y a pas d'âge. Pardon. Vous, au CAMS, c'est 6 ans. Comment ça se passe, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça après? Gradiela, peut-être, je vous redonne la parole avec capacité, parce que finalement, il y a... parlez-nous un petit peu brièvement de capacité, en tout cas des jeunes que vous accompagnez. Donc, Capacité est un centre de préformation pour les jeunes adultes en situation de handicap. Alors, jeunes adultes, c'est-à-dire qu'on les accueille à partir de 16 ans.
parfois même avant, si en fait il y a une rupture scolaire. Et puis j'ai donné une âge limite de 30 ans, mais on peut les accueillir aussi après. Voilà, tout dépend du parcours. Voilà, une flexibilité. Une petite parenthèse, je voudrais vraiment remercier l'accompagnement de la mairie dans le projet de capacité. Puisqu'il y a eu vraiment d'énormes avancées de partage et nos jeunes ont pu profiter aussi de divers services de la mairie pour venir faire des stages. Donc un grand merci, vraiment. Donc capacité, c'est quoi? C'est un centre de préformation dont a bénéficié Maëva. Donc on accueille des jeunes qui sont en rupture d'accompagnement au sortir des établissements scolaires ordinaires ou spécialisés et qui sont seuls à la maison, sans solution. Et on va travailler avec eux sur un projet global. Donc il y a de la remise à niveau. C'est un centre de formation classique en fait, entre guillemets, puisqu'effectivement on n'est pas spécialisé dans le sens que il n'y a pas de financement ARS. Donc on n'est pas dans le médico-social. On est centre de formation classique. Donc de la remise à niveau et donc des ateliers aussi pour l'élaboration du projet professionnel. À côté de ça, il y a également les habilités sociales qui sont essentielles puisqu'on accueille de plus en plus un public avec TSA, donc autiste. Donc la majorité des jeunes qu'on accueille, c'est TSA, TDAH et multidis. Voilà, en grand nombre. Actuellement, donc ça va faire presque 10 ans qu'on est sur Montpellier et on a ouvert en septembre dernier une antenne sur Clermont-Lérault et également une sur Sète pour pouvoir se rapprocher au maximum du public puisque jusqu'à l'an passé, en fait, des jeunes venaient de Bédarieux, des Hauts-Cantons, de Béziers, de partout et c'était énormément de fatigue. Donc on essaye de respecter la fatigabilité de ces jeunes. L'idée, donc le projet de capacité et c'est en fait le slogan, c'est capacité, une place pour tous dans la cité. Donc ça veut dire que voilà, on travaille vraiment le projet afin que le jeune puisse trouver sa place dans la société. Donc essentiellement, on travaille sur le projet de travail. Donc dans le milieu ordinaire, mais également en milieu protégé, que ce soit les ESAT ou les entreprises adaptées, mais également ça peut être aussi, on le voit, un travail qu'on met en place avec justement des jeunes avec des troubles psy, c'est un autre travail et on va plus sur du bénévolat, de l'action sociale, mais en tous les cas rentrer dans une dynamique citoyenne. Oui. Allez, Sandrine Bruni. En tant que parent, par rapport à l'expérience qu'on a eue, c'est qu'on n'avait pas de solution à la sortie de troisième et que Maëva, elle avait un projet et Capacité lui a permis aussi d'expérimenter et de choisir une voie. Ça a ouvert aussi, aujourd'hui Maëva, elle est comédienne professionnelle à la Bulle Bleue, donc qui est un ESAT. Il n'y a que 2 ESAT comme ça en France. Et aujourd'hui, j'avais de grandes craintes pour Maëva, tant au niveau social. Donc elle avait des difficultés à créer des relations stables, on va dire. Et puis elle s'était imaginée au départ travailler en crèche. Donc Capacité l'a accompagnée aussi dans ce projet aussi de découverte de ce qui était possible, de ce qui n'était pas possible. Et je suis convaincue que, en tant que parent, autant on a pu l'accompagner avec ce qu'on avait, de notre mieux au niveau de sa scolarité. Par contre, j'ai vraiment senti que le devenir adulte était bien trop compliqué et trop lourd pour nos épaules, et que on avait besoin d'un réseau qu'on n'avait pas. Donc Capacité ça a été une passerelle, voilà, vers ce devenir adulte et nous a ouvert la porte de stage en ESAT que j'aurais jamais pu avoir toute seule pour Maëva.
Et à titre professionnel, du coup, toi, tu es AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap. Donc même si les élèves, pour le coup, sont peut-être un peu plus jeunes que 16 ans et plus, mais est-ce que tu tends aussi, est-ce que vous tendez aussi dans l'accompagnement de ces élèves à justement une approche de l'autonomie, une approche du vivre seul et peut-être même une idée, en tout cas, d'un parcours professionnel, enfin en tout cas d'un élan vers. Alors mes collègues dans le second degré, oui. Moi, j'effectue mes missions essentiellement dans le premier degré. Et il y a vraiment ce côté de lien avec l'autre, de tissu social. Donc le rôle de l'AESH, ça va être vraiment de travailler, par exemple, sur les temps de récréation, sur les temps de cantine. Bon, j'accompagne un élève. Enfin, j'ai la chance d'avoir une continuité d'accompagnement, ce qui est très rare aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, voilà, j'ai vu beaucoup de changements. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en tant qu'AVS en 2008, donc j'étais une des premières AVS, et très atypique puisque j'étais la première AVS. Mais de ma fille, en fait, c'est que ma fille avait une notification, il n'y avait pas le personnel, enfin, une situation. Voilà, qui existe. Enfin, je tiens à le dire, c'est très rare, mais ça existe encore aujourd'hui. Enfin, dans mon groupe scolaire, voilà, une maman a accompagné sa fille parce que en attente d'AESH, parce qu'on peut avoir une notification, le personnel, mais c'est encore compliqué. Aujourd'hui, on le voit comme un métier, mais c'est très récent. Et ça va encore rechanger, c'est le monde des acronymes, on l'a dit tout à l'heure. Les AESH vont devenir très prochainement des ARE, donc des accompagnants à la réussite éducative. Donc c'est un autre sujet, on pourrait pas, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Les PIAL, donc les pôles inclusifs dont je dépends actuellement, vont devenir des PASS. Donc encore un autre acronyme. Et aujourd'hui, oui, j'expérimente aussi le côté de la formation, puisque depuis quelques années, j'ai conçu des modules de formation à destination des AESH, voilà, des outils pratiques en classe à mettre en place auprès des élèves, et des outils aussi en termes d'accompagnement périscolaire, accompagnement dans le jeu, voilà. D'où la nécessité d'être vraiment accompagné et relié avec des structures qui connaissent tout ça, parce que si les acronymes évoluent d'une période à une autre. Est-ce qu'il y a une question, une intervention? Oui, là-bas. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Un témoignage de vie, parce que je suis né avec un handicap, une maladie orpheline, avec des parents qui ont dû improviser par les lois, puisque je suis né avant toutes ces lois. Moi, je considère mon parcours comme une réussite. Ça m'appartient. Mais je vois les combats que mes parents ont menés et à qui je voudrais rendre hommage. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux que j'ai la vie que j'ai. Et j'ai continué par moi-même à me battre. Parce que la vie n'est que combat et improvisation. Rien ne peut être décidé à la place de la personne. J'affirme que je ne suis pas une personne handicapée. Je suis une femme, une citoyenne, au milieu des autres. Et je n'entends pas me laisser bouffer. Là, à 65 ans, avec une maladie orpheline, je me bats encore contre la MDA. On ne dit plus la MDPH. Pourquoi? Pour avoir des droits, pour avoir la compensation nécessaire avec ma maladie orpheline qui évolue et qu'on n'entend pas ma demande. 65 ans que je me bats. Me verrez le nombre de dossiers. Là, comme ça ne suffit pas, je vais vous dire, peut-être que dans quelques mois, je serai dehors. Mon propriétaire a décidé de vendre mon logement.
et je ne suis pas protégée. Alors les combats, ils sont permanents, perpétuels. Mais j'engage tout le monde à dire que je ne veux pas vivre autrement que libre et égal. Voilà. Merci. Je pense que c'est une très belle phrase de fin. Vivre libre et égaux. Est-ce qu'il y a quand même une dernière intervention? Parfait. Merci infiniment. C'est évidemment un sujet qui pourrait durer et où il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça donne malgré tout un aperçu des dispositifs existants, des dispositifs, des structures, des personnes aussi qui accompagnent. Et ce qu'on peut retenir aussi, et le message qui serait porté pour les familles, les parents, les enfants en situation de handicap, c'est ne restez pas seuls, pas être isolés, et vraiment rapprochez-vous des structures. Et on a la chance, là, en l'occurrence à Montpellier, mais également dans d'autres régions, d'y avoir des choses qui existent. Donc vraiment de se rapprocher de ces structures-là. Merci infiniment pour votre participation et votre présence. Et merci à vous pour votre écoute et vos questions. Moi aussi, je vais vous remercier de la richesse effectivement de ces échanges. Je pense qu'on a pu libérer la parole, ouvrir sur des pistes de travail en commun, travail ensemble, que c'est pas la MDA d'un côté, la ville de l'autre, les associations, l'éducation nationale, le CHU, avec tout le pôle médico-social et ARS. Il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on arrive à se frayer un chemin tous ensemble sur la liberté et l'égalité face à la maladie ou au handicap. Donc merci beaucoup pour la qualité de vos échanges, de nos échanges, à la richesse quand même des intervenants sur cette table ronde d'aujourd'hui. C'est une première. J'espère que ça sera la première d'une longue série. Merci encore. Avant de vous laisser partir, je vous informe que nous avons 2 expos aujourd'hui. Celle-ci, elle a été réalisée par les adhérents de la FAFLR, et celle qui se trouve juste dans le hall d'à côté, c'est l'expo qui a été réalisée par Droit Pluriel, excusez-moi. Je vous invite donc à les visionner. Celle qui est donc dans la salle d'à côté, Droit Pluriel, elle a été exposée il y a 2 ans sur le parvis de l'Hôtel de Ville, dans le cadre des Journées mondiales des sourds. Voilà. Merci beaucoup. Dear people. People.